Merci. Merci à Will of Green pour l'invitation. Alors, j'étais censé vous parler de ville et de futur, mais comme je mets longtemps à admettre les choses, il a fallu pratiquement que j'arrive là avant de reconnaître que c'était humainement impossible. Et donc, je vais faire complètement autre chose, parce que j'aime bien faire ce que je veux aussi. Et donc, je vais plutôt vous parler de quelque chose qui m'obsède, qui me préoccupe depuis un moment déjà, qui m'empêche même de dormir. Comme ça, à la fin de cet échange, on sera tout à fait intime. Et cette chose, c'est le sentiment que j'ai qu'il y a en ce moment un mouvement général d'ébranlement du réel. Une sorte de dynamique, comment dire, un grand remplacement, mais celui-là pas fantasmé, un remplacement du réel par une réalité de substitution. Et c'est un peu ce dont j'aimerais vous convaincre, voir si vous arrivez aux mêmes insomnies que moi quand je vous aurai présenté un peu mes arguments. Alors, évidemment, le réel, c'est le socle de notre existence même. J'imagine que vous avez beaucoup dû entendre parler d'écologie aujourd'hui. Et cette préoccupation que vous avez de l'environnement, par exemple, est une manifestation d'une conscience que vous avez du réel. Parce que c'est la caractéristique du réel, c'est qu'elle sécrète, un peu comme un suc, une sorte de conscience de lui-même qui vient de l'expérience un peu immédiate que vous avez aux choses manifestées sous des formes fondamentales, un certain nombre de contraintes qui sont les principes fondamentaux de la vie, les principaux éléments, etc., etc. Ce genre de contraintes vous amène à considérer en quelque sorte comme l'existence, à considérer plutôt l'existence comme quelque chose d'immuable. Et vous êtes un peu dérangé du moment que vous sentez que ces principes-là, ces contraintes pourraient flancher. Et si on s'accommodait du fait que le réel pouvait être révisité, fluctuer en permanence, par exemple, on ne se préoccuperait pas du tout d'écologie. On transiterait à travers un certain nombre de mondes et on s'adapterait au monde tel qu'il se propose. C'est parce que nous avons cette conscience très forte du réel que nous sommes préoccupés de voir qu'il y a un certain nombre de choses qui changent et qui pourraient ébranler les fondements de l'existence qui font la conscience donc, que nous avons du réel. Alors, pendant longtemps, la science s'est proposée de nous expliquer les contraintes dont je parle là, et donc nous obligeait à être en relation avec le réel. Et puis, de plus en plus, la science a développé l'ambition d'être fermée au réel et de se produire en laboratoire. C'est-à-dire que maintenant, on est dans plutôt des logiques où on produit de la connaissance, on produit de la conscience, mais pas forcément connecté à des règles qui seraient des règles principielles, des règles fondamentales de notre réalité. Et c'est ce mouvement-là auquel je voudrais vous sensibiliser pour dire que ce mouvement est très ancien en réalité. Il a des racines très profondes dans la pensée, ce qu'on appelle la pensée moderne. C'est-à-dire que c'est pratiquement ce mouvement ce qui caractérise l'Occident si on prenait l'Occident comme un concept. Et ce mouvement s'est cristallisé avec ce qu'on a appelé les Lumières par une série de ruptures avec des conceptions du monde organiques ou organicistes, ou des conceptions organicistes du monde qui sont les conceptions des peuples primitifs ou les sagesses que vous pouvez avoir dans la périphérie de l'Occident. Donc, ce que je veux dire, c'est que à partir d'un certain moment, il est devenu de plus en plus évident que l'Occident voulait rompre avec des conceptions du
tout dépend de tout, un n'est pas sans l'autre, etc., etc. Et donc cette sorte de grande rupture a procédé par étapes. Je vais donner juste quelques étapes. Vous pouvez considérer qu'il y a une première rupture dysorganique, par exemple, dans ce qu'on a appelé le naturalisme. C'est cette théorie qui s'est élaborée avec les Lumières, que la nature devait être quelque chose mis à distance. Ce qui a produit un rapport instrumental à la nature, c'est-à-dire qu'on n'a plus vu dans la nature que des ressources, alors que jusque-là, et comme c'est le cas dans toutes les sagesses, dans toutes les intelligences primitives, on considérait que la nature était non seulement quelque chose dans lequel l'homme se déployait, mais qu'il versait même dans l'homme et qu'il y avait dans la nature dans l'homme. Donc à partir d'un moment, l'Occident a créé une sorte de mur entre l'humain et le naturel. Et cela a procédé aussi beaucoup par une pensée qui est une pensée, une pensée en silo, c'est-à-dire qu'on a développé des spécialités. Et chaque fois que vous procédez par spécialité, que vous créez les catégories, c'est toute la logique des encyclopédies, par exemple, vous contraignez la capacité d'une intelligence globale d'advenir. Et donc, vous pouvez faire de la pure rationalité, puisque les choses n'étant plus en lien, vous ne laissez plus aucune place à de l'accident, à de la négativité. Et dans le confort de votre spécialité, vous pouvez développer des logiques qui semblent aller de soi et qui vous rassurent en quelque sorte. Deuxième rupture dysorganique, l'individualisme. Donc, pratiquement au même moment, l'Occident a commencé à développer une pensée de l'homme individuel, mais en modélisant le groupe sur le modèle de la nature. C'est-à-dire qu'un premier raffinement pour l'homme, c'était de s'émanciper de la nature, de mettre la nature à distance. Et puis, on a commencé à considérer que le groupe, la structure sociale, la famille, la tribu, tout ce que vous voulez, était aussi une entrave et qu'il fallait s'extirper aussi du groupe. Et on est parfaitement humain que quand on a élagué aussi la quantité de liens qu'on avait avec d'autres humains. Et l'individualisme a eu de grands renforts, surtout avec l'économie, ou la théorie économique, qui postulait que la concurrence de tous contre tous était un gage d'équilibre. Adam Smith, par exemple, a théorisé cela. Et donc l'égoïsme, la préoccupation du soi est devenue une morale éthique parce que ça permettait la croissance et ça permettait un système tout à fait équilibré, en tout cas selon cette théorie-là. L'individualisme a aussi eu un grand renfort avec l'épopée artistique purement européenne, puisque le cycle des oppositions dans les arts, toute l'histoire de l'art, un peu avant les Lumières, jusqu'aux Lumières et un peu après, a été pour produire un homme de plus en plus individuel, prisonnier d'une sorte de conscience dite malheureuse, qui est le gage, selon les théoriciens ou les métaphysiciens de l'époque, d'une conscience très élevée, ou en tout cas d'un certain raffinement. Donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a un processus d'artificialisation qui s'est enclenché en réalité avec les Lumières et qui est devenu global, puisque cette pensée spécifique à l'Europe s'est affranchie de cette géographie et s'est imposée à toute la Terre, est devenue le logiciel du monde. Et cette pensée de l'artificiel qui a d'abord voulu produire des contextes sans contrainte de nature, puis des individus sans contrainte du groupe, se réalise en quelque sorte, atteint son plein potentiel aujourd'hui avec un troisième niveau d'abstraction qui est un niveau d'abstraction qui est observable de mon point de vue dans les nouvelles technologies. Ce que je veux dire par là, c'est que mais exactement comme on l'a vu avec l'économie, vous voyez l'économie à un moment donné s'est
pensée comme une sphère autonome, elle s'est affranchie de toute contrainte, et cet outil qui soulignait des interactions humaines, à un moment donné, n'a pris ses lois qu'en lui-même. C'est-à-dire que l'économie s'est pensée comme une réalité réellement autonome, dont les contraintes ne sont que celles qu'elle se posait à elle-même. Et donc elle s'est complètement abstraite du service de la structure sociale qui était son fondement initial. Et donc on observe la même abstraction avec les nouvelles technologies du digital. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les technologies du digital ont atteint la conscience qu'elles pourraient réaliser leur propre réalité et qu'elles n'avaient plus à être forcément au service de la structure. Et donc, qu'elles pourraient imaginer très bien un monde des nouvelles technologies où les hommes ne seraient que des invités et qui navigueraient là-dedans sans que ce soit en fait eux qui aient le contrôle. Et cette sorte de dystopie est incarnée très fortement par la Smart City. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin que la Smart City. Vous imaginez, j'espère, de façon assez aisément, que l'objectif de la Smart City, c'est de faire un homme le plus réduit possible. C'est-à-dire que c'est une logique de réduction de l'homme à sa portion congrue, c'est-à-dire que dans la Smart City, vous avez toute une myriade d'auxiliaires. C'est des données qui parlent pour vous, c'est des algorithmes qui pensent pour vous, c'est la ville elle-même qui se déploie en prothèse, qui vous permet d'appréhender des choses, qui vous livre, etc. Et ce qui vous reste, en fait, dans la Smart City, ce que les technologies, si on les prend comme étant mues par une sorte de tension interne de réaliser leur propre potentiel, et donc ce que je veux dire par là, c'est que je n'indexe pas une intelligence particulière, je parle de la tension propre à un concept lui-même qui peut l'entraîner à vouloir réaliser son potentiel. Et donc les technologies sont mues en quelque sorte par cette sorte de tension interne. Et donc dans la Smart City, tout ce qui vous reste, en réalité, c'est le contrôle de votre corps et la part finale, la part irréductible de tout homme qui est la négativité. Et j'ai l'impression que même cette partie congrue est attaquée aujourd'hui par le processus d'artificialisation générale, puisqu'il semble qu'il se mette en place des systèmes pour vous inoculer carrément directement cette tendance de déréalisation. Et donc l'esprit moderne serait presque bientôt incorporé par un certain nombre de mécanismes, que ce soit de l'interfaçage ou de la vaccination. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que même la dernière frontière, qui est celle qu'on devrait défendre le plus, est désormais complètement... Enfin, on a l'esprit de l'artificiel, dans sa volonté de s'achever, a complètement empiété sur cette dernière frontière. Et je crains que ce soit définitif. Maintenant, j'aimerais quand même parler, le temps qui me reste, du rôle que la ville peut jouer dans cette dystopie, ou quelle est la place assignée par cette tension dont je parle à la ville. Il y a deux approches, pour faire très simple, de la ville, ou en tout cas de la création des premières cités-États. Il y a l'approche qui est celle des contractualistes, qui pose que la ville fut de tout temps un parapluie où des populations qui, sans cela, se faisaient la guerre en permanence, ont trouvé refuge pour décréter une sorte de paix partagée en renonçant certes à certaines libertés, mais qui permettait de rassembler de groupes de plus en plus élargis dans des configurations, entre guillemets, apaisées. Et puis il y a une autre approche de la ville, qui est celle des anthropologues anarchistes, qui considèrent que la ville a de tout temps été une coercition, c'est-à-dire que les peuples ont toujours voulu échapper à la ville.
et que la ville s'est dès les débuts manifestée comme un grand système de grilles qui permettait de contrôler les gens à une échelle de plus en plus grande. Et si on considère cette deuxième vision de l'urbanité, on se rend compte que les nouvelles technologies ont l'intuition qu'elles pourraient réaliser leur plein potentiel en développant cette chose qui est en germe dans l'idée même de la ville, prise comme une logique de grille. Pourquoi ? Parce que Marx, par exemple, disait en parlant de la ville que les hommes ont recommencé à habiter des cavernes. Parce que de plus en plus dans la ville, vous abdiquez une logique d'habitation pour des logiques d'habitacle. Et vous êtes de plus en plus contrôlable. Et le capitalisme, aujourd'hui, a un gros challenge, celui de se renouveler dans une configuration où la force de travail est devenue une commodité. C'est-à-dire que les machines peuvent faire ce que les hommes font, ils peuvent le faire très bien. Et jusque-là, l'effort du capitalisme a toujours été de pousser les hommes vers l'extérieur, pour qu'ils sortent de chez eux, les arracher à leur foyer pour les amener à l'usine, qui est le lieu où on pouvait exploiter leur force de travail, notamment dans des configurations de production essentiellement extractivistes, et aussi où on pouvait les surveiller. Donc l'usine était le lieu où vous pouviez être exploité et surveillé par le même geste. Aujourd'hui, le capitalisme n'a plus besoin de vous faire sortir de chez vous. Il a plutôt intérêt à ce que vous restiez enfermé. Parce que quand vous êtes enfermé, vous avez plus de possibilités d'être sur des devices, que ce soit vos ordinateurs, vos smartphones. Vous avez de moins en moins d'interactions, qui sont des temps perdus à ne pas être sur vos ordinateurs et vos smartphones. Et quand vous êtes sur vos ordinateurs et vos smartphones, eh bien, vous êtes exploité, puisque vous rentrez dans la logique du nouvel extractivisme qui est celui de la donnée. Donc vous nourrissez la machine capitaliste et vous êtes surveillé par le même moyen. Donc le capitalisme en reconfiguration a un idéal qui est celui de la quarantaine perpétuelle. C'est-à-dire qu'idéalement, il ne devrait plus y avoir des gens dans la rue. Tout le monde devrait être chez lui parce que chaque personne dans la rue, c'est de l'argent en moins pour ce système. Et quand vous êtes chez vous, la rue, les espaces publics sont dégagés uniquement pour du calcul, de l'algorithme, puisque c'est par ce biais que les vendeurs, les livreurs Uber arrivent encore, eux qui sont maintenant maîtres de cette rue complètement dégagée, à vous servir, en attendant que des myriades de drones, évidemment, les remplacent. Et là, c'est la machine seule qui occupera l'espace public. Donc, je vous peins là un tableau très dystopique, mais si vous observez bien la grande répétition que cette crise de la contagion a été, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de cet idéal capitaliste qui est aussi l'intuition finale des technologies qui s'est réalisée. Et donc, pour en revenir au réel, ce que cela a comme potentiel, c'est que vous voyez qu'il y a 3 niveaux de perturbation dans les structures. Vous avez un niveau de perturbation dans les structures biologiques ou biosphériques, avec cette méfiance qui est générée envers la nature. Quand, par exemple, cette crise a commencé, il y a des Africains qui ont dit qu'ils avaient des remèdes. On a été très, très, très méfiants tout de suite envers ces remèdes qui étaient naturels. Et on n'a pas la même méfiance, par exemple, pour tout ce qui sort du système artificiel. Il y a un deuxième niveau de perturbation qui est dans les structures sociales, avec l'exemple de l'économie financiarisée, où ce qui était avant un moyen
devient sa réalité propre et on impose désormais aux catégories qu'elle était censée servir. Et donc l'ultime niveau de perturbation, c'est celui dans les logiques d'auxiliaire avec les nouvelles technologies qui bientôt vont, elles aussi, s'affranchir de la logique de service pour devenir un monde que nous explorons. Et la conjonction de ces trois niveaux d'abstraction à la faveur de cette sorte de coïncidence virale pourrait créer une réalité de substitution dont l'effet serait celui d'une sorte d'impérialisme terminal, puisque ce sera une occupation du réel lui-même. Donc, que faire par rapport à cela? Si j'ai encore 5 minutes, j'aimerais juste développer quelques pistes. Il semble évident aujourd'hui que les outils nous agissent avec les nouvelles technologies. Il faudrait développer un rapport inverse à celui qu'on a aujourd'hui des technologies. On considère que des groupes socio-structurés éthiques produisent des technologies fatalement éthiques. Il faudrait faire l'inverse et parier sur le fait que des technologies éthiques produisent des groupes socio-éthiques. Je donne un exemple. Le système d'échange, par exemple. Le système d'échange prescrit une certaine relation au monde. Si vous utilisez un système d'échange qui est international, vous êtes aliéné à des réflexes de consommation internationale. Par contre, si vous utilisez un système d'échange qui est local, vous avez forcément le nez dans la proximité. C'est-à-dire que les coins qu'on nous a distribués, qu'on utilise ici, nous obligent à regarder ce que nous avons autour de nous et à choisir parmi ce que nous avons autour de nous et à sublimer en quelque sorte ce qu'il y a autour de nous. Donc, dans cette même veine, il faudrait, pour anticiper et produire des sociétés vertueuses demain, investir de plus en plus dans des technologies qui verrouillent le potentiel des nouvelles technologies sur des usages éthiques avant que le marché n'en développe des formes forcément déjà viciées. Une autre piste, pour conclure, c'est la nécessité, me semble-t-il, de développer de nouveaux discours posés comme indépassables sur le modèle des cosmogonies. Parce que l'esprit moderne, tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a attaqué beaucoup les cosmogonies et qui a produit ces ruptures disorganiques dont j'ai parlé, a bien compris une chose, c'est que le rôle de la cosmogonie, c'est de développer un discours qui enchâsse fortement la structure sociale dans la structure biosphérique. De sorte que si vous avez ce grand narratif, vous ne pouvez, au niveau de la structure sociale, poser aucun acte qui mette en crise la structure biosphérique. Il faudrait donc aujourd'hui développer de nouveaux vastes systèmes partagés par tous, procédant eux aussi de la fabulation, qui enchâssent très fortement, qui intriquent le niveau des conceptions des logiques d'auxiliaire dans les logiques socio-culturelles, dans les logiques biosphériques. Et c'est par la production de ces cosmogonies nouvelles, certaines informatiques, que nous pourrions peut-être exorciser la dystopie dont je vous ai parlé. Je vous remercie.